On va parler avec une blogueuse qui a une expérience de vie. Et si je vous dis cette phrase, lorsque le corps parle, il est peut-être bon de l'écouter et d'analyser les choses, dit-il, lui qui va se sentir très concerné par la discussion que l'on va avoir aux côtés de Béatrice Caillé qui est là sur les canapés. Bonjour Béatrice. Bonjour, merci de me recevoir Et ici. merci d'être là, merci de faire le déplacement. Coach en santé holistique spécialisé en nutrition et en maladies auto-immunes, c'est votre histoire. Oui, c'est mon histoire. C'est Certes, votre j'ai mis histoire. des diplômes dessus, enfin, essentiellement diplôme américain, puisqu'on j'ai pas trouvé l'équivalent en France. Ouais. Mais c'est surtout et avant tout mon histoire, ma propre expérience avec la maladie. Avec la maladie. D'abord, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Parce que vous avez surmonté, vous avez compris tout ça, vous l'avez écouté ce corps. Je continue de l'écouter, parce qu'il y a des moments où il me dit « Tu m'embêtes avec ce que tu fais là ». Et il vous rappelle à l'ordre? Donc il me rappelle à l'ordre. Je l'appelle maintenant mon gendarme interne qui va me coller un PV au moindre écart. C'est ça. Donc, mais Parce bon. que vous n'avez plus le droit de faire des écarts aujourd'hui. On va voir quelle est votre problématique, mais... Alors, si, là, ce week-end, je suis partie complètement en freestyle, mais je l'ai pas trop payé parce que je pense on est un tout, donc ça se contrebalance. Comme j'ai quand même passé un excellent moment avec mes amis, je pense que de rigoler, les endorphines, puis j'ai aussi beaucoup marché après un repas, c'était complètement en dehors des clous pour moi. C'est quand même bien passé, donc voilà, je peux me permettre Alors, de temps en temps. aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de faire des petits écarts. Aujourd'hui, vous avez le recul nécessaire. Aujourd'hui, vous écrivez, vous accompagnez pour ceux qui ont ces problèmes, ces maladies auto-immunes. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oh là non. Ça se compte en dizaines d'années. Enfin, Alors déjà 11 ans avant que je finisse par réagir. 11 ans donc de traitements particulièrement lourds. Donc j'ai été sous anti-TNF, sous anti-inflammatoire quotidien pendant plus de 11 ans. Enfin anti-TNF, je crois. anti-TNF, c'est biothérapie, c'est des injections qu'on se fait, des sous-cutanées, pour casser le système immunitaire pour que la maladie auto-immune arrête de s'en prendre à nous-mêmes, quoi, en fait. OK. Donc, sauf que j'ai eu énormément d'effets secondaires de tous ces médicaments, tous autant les uns que les autres. Et donc, il y a eu un jour où ça a été le truc en trop et je me suis dit, faut essayer de faire quelque chose. Et donc, après, voilà, ça a commencé à se mettre en place. Parce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont dit non au traitement. Ah oui, complètement. Alors en fait, c'est parce que je pense qu'il faut quand même que Oui, recontextualiser les choses. recontextualiser, c'est un petit peu... oui, voilà. Donc, j'ai été diagnostiquée en 2007, février 2007, donc du spondylarthrite arthrite ankylosante, qui est une maladie auto-immune. Ça faisait déjà 1 an que je vivais un véritable enfer parce que 1 an plus tôt, donc en 2006, juste après que j'ai démarré ma vie professionnelle en cabinet d'expertise comptable à l'époque, j'ai eu des crises extrêmement violentes, donc douleurs nocturnes essentiellement. Mais après, c'était même plus nocturne, hein, c'était 24 heures sur 24. Mais bon, essentiellement nocturne, dans le bas du dos. Voilà, au pire du pire du pire, je pouvais pas rester allongée plus de 2 heures. Donc dormir 2 heures par nuit. Ça commence, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Et bien évidemment, comme je venais de démarrer ma vie professionnelle, que je vivais un véritable enfer au boulot, harcèlement moral, sexuel, la totale, plus petite débutante, donc ça peut être un peu stressant pour tout le monde de démarrer une vie professionnelle, quel que soit le contexte, plus pleine période de bilan en cabinet et plus je quittais papa maman en même temps puisque bon moi étant parisienne j'ai fait toutes mes études en vivant chez mes parents puisque voilà c'était tout à proximité, hein. Donc on m'a dit c'est le stress de tout ça. Et puis donc tout le monde me renvoyait chez moi, non il y a rien, on m'a fait faire radio et IRM. Le premier rhumato que j'avais vu, je crois que ça devait être en juin 2006, m'avait dit « Vous avez rien, vous changez d'oreiller et ce sera oublié ».
et donc de galère en galère, d'horreur absolue en horreur absolue, parce que la souffrance est là. La souffrance était là. Bien et sûr. puis du coup, à force de s'entendre dire que c'est dans la tête, on commence à le croire. Hein. On se dit je suis folle, parce que voilà. Et j'ai essayé de diminuer éventuellement le stress, mais ça suffisait pas, parce qu'une fois que le corps s'emballe, hein, la crise, si elle s'emballe, elle s'emballe. Alors, ça peut éventuellement être le stress à l'origine qui démarre, mais à un moment, il faut autre chose. Donc oui, pendant 1 an, vous avez rien, il y a rien, c'est dans la tête, c'est le stress. J'ai fini par aller par céder à la pression. Et donc j'ai fini par aller chez un psychiatre. Et je me souviens, premier rendez-vous, c'est bon j'ai mal au dos, j'endors plus la nuit. On m'a dit que c'était dans la tête, donc on va bien trouver, hein, on va parler, on va trouver ce qui ce qui va plus. Et puis finalement, donc février 2007, je pouvais presque plus marcher. Je sais pas comment j'allais au bureau, hein, même moi ça m'étonne encore. Je pense que c'était entièrement le mental. Autant les marathoniens ou autres grands sportifs, eux arrivent à dépasser les limites de leur corps pour un exploit objectif sportif. Moi, mon objectif c'était de garder ma vie professionnelle. Enfin, du coup, parce que je voulais garder mon indépendance. Bien sûr. J'avais déjà 24 ans, j'avais aucune envie de me retrouver à ne plus être autonome financièrement et à retourner chez papa-maman. Donc je m'accrochais comme une folle sur le fait de continuer à aller au boulot. Et donc je sais pas, j'y allais en rampant à 4 pattes, j'en sais rien, mais à cette époque-là, je refusais catégoriquement le moindre arrêt. Donc et personne n'arrive à diagnostiquer à ce moment-là, non, jusqu'à ce que donc j'arrive un matin, justement, j'avais préparé un baluchon je vais au boulot avec mon petit baluchon, et sur le chemin je dis à ma mère, je vais tellement mal, j'avais déjà fait ça, hein, de temps en temps au plus haut des crises, je n'étais plus capable ni de faire mes courses ni de me nourrir. J'arrivais chez moi, je m'écroulais complètement. Et donc je lui dis je viens chez toi ce soir, enfin chez vous, chez mes parents. Mon père était pas là, il ne m'a jamais vu dans cet état, heureusement, je pense. Et ma mère m'a vu arriver, elle me l'a dit après, elle me l'a raconté plus tard. Elle a eu l'impression de voir une petite vieille, et elle, du coup, là, derrière mon dos, elle a appelé mon médecin, notre médecin de famille. Elle l'a engueulé comme du poisson pourri. Elle lui dit ça suffit, vous vous débrouillez, vous trouvez ce qu'elle a. Quel est le problème, ouais. Vous trouvez ce qu'elle a. Alors qu'est-ce qu'ils vont envisager? Et donc dès le lendemain, il m'a vu, et le surlendemain, j'étais enfin chez le rhumato qui m'a diagnostiqué, et il m'a immédiatement diagnostiqué. Alors initialement, il pensait que il avait juste dit c'est un rhumatisme chronique inflammatoire. Il hésitait entre polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante, parce que j'ai ma grand-mère paternelle. Il y avait ça déjà? Qui avait eu une polyarthrite rhumatoïde. Donc du coup, compte tenu du contexte familial, voilà. Et finalement, du coup, c'est même moi, et du coup, il m'avait dit, vous lisez, il y a deux espèces de catalogues qui ont été publiés, la polyarthrite en 100 questions et la spondie en 100 questions. Vous répondez à ça? Non, c'est juste, c'est un peu comme un magazine, hein, un catalogue où ça présente toutes les deux pathologies. Okay. J'ai eu les deux en même temps entre les mains. Et du coup, forcément, vu l'historique familial, je me suis d'abord penchée sur la polyarthrite rhumatoïde. Je me suis pas reconnue. Et j'ai lu la spondylarthrite. Et là, j'ai dit, c'est l'histoire de ma vie. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça n'est qu'un questionnaire qui va diagnostiquer. Non, mais je veux dire, c'est que en 100 questions, c'est la spondylarthrite en 100 questions, c'est juste une sorte un catalogue, enfin, ou un magazine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas les questions qu'on peut éventuellement se poser nous. Il répond, donc tous les symptômes possibles. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas d'analyse. Ah bah alors, il n'y a pas une analyse spécifique. Si. Alors d'ailleurs, en fait, il a pu me diagnostiquer déjà en me posant les bonnes questions, et puis tout simplement, donc IRM et radio, on voyait rien, mais il suffisait une prise de sang, ma VS, vitesse de sédimentation, et ma CRP était au plafond.
Ah ouais. Donc, C'est voilà. incroyable que personne n'ait fait ça avant. Voilà. Et c'est donc, fou. lui avait estimé initialement que c'était absolument pas la peine de faire le fameux test HLA-B27, c'est-à-dire les antigènes, les marqueurs génétiques en fait. Ça a été finalement fait beaucoup plus tard, puisqu'à un moment, comme j'étais tellement résistante aux médicaments, j'ai essayé, je crois, à peu près tout ce qui existe sur le marché Sûr. voilà, parce que certes, donc voilà, donc en fait, quand j'ai enfin lu ce truc qui présente absolument tout, la spondylarthrite ankylosante, là, c'était pas l'histoire de juste l'année qui venait de s'écouler, mais de toute ma vie. Et donc, en fait, certes, mon diagnostic a été fait en 2007, mais finalement, mes premiers symptômes, je les ai eus en 89. Ah ouais. Voilà, et j'ai vécu avec toute ma Alors, vie, quoi. une fois on peut comprendre, entre guillemets, le soulagement psychologique Ah oui, oui. qui consiste à connaître enfin et mettre un nom. Ah mais oui. Ah mais du coup, à ce moment-là, donc je voyais encore la psy, et du coup C'est ça, voilà. le lendemain ou sur le lendemain que j'avais mon rendez-vous qui était, je suis arrivée, j'avais un énorme sourire, je lui dis ça y est, je sais enfin ce que j'ai une spondylarthrite, et là je la vois encore, son visage se décompose et elle me dit vous voulez peut-être qu'on commence une thérapie pour encaisser un tel choc avec un tel diagnostic, et je lui dis non, je me sens soulagée d'avoir Incroyable. enfin un Eh oui. mot sur toute cette souffrance. Je crois que beaucoup, effectivement, de personnes qui souffrent, d'ailleurs, quelle que soit la souffrance et quel que soit leur domaine, veulent connaître, évidemment, Ouais. le mal en question. Enfin, quels sont les mots et quelle est la maladie que l'on peut, Ah mais complètement. Après, le truc, c'est que je diagnostiquer. me suis retrouvée du coup en décalage un certain temps. Ça n'a pas duré très très longtemps, puisque de toute façon, comme après, il y a eu pendant très longtemps la chasse au bon traitement, et que je continuais à souffrir. Mais pendant l'espace de quelques semaines ou quelques mois, moi j'étais en mode presque tout tout, parce que d'avoir Bien sûr. ce nom. Par contre, mes parents, eux, encaissaient le truc. C'était plus difficile pour l'entourage. Pour eux, ouais, et je me souviens que même mon généraliste Marc Cadre, il me dit faut être cool avec tes parents, parce qu'en plus c'est un truc avec un terrain génétique, Ouais, donc ils se sentent Ils ont responsables. une culpabilité par rapport à Voilà. ça. Ouais. Donc bref. Ça vous émeut? Oui. Ouais. Non, parce que là je suis en train de surtout penser à mon père qui lui a vécu avec sa mère qui avait une polyarthrite. D'accord. Donc c'était effectivement Voilà. difficile, j'imagine, quotidiennement. On va juste vous donner, on va dire à Mo qui réalise l'émission, de vous donner et on continue à enregistrer, mais ce sont une émotion que l'on comprend aujourd'hui Ah et bah qui oui, vous oui, permet. parce que Vas-y, comme je Mo. vous disais, Ouais, c'est voilà. quelque chose qui a énormément marqué l'histoire familiale, Bien sûr. puisque donc Par définition, du c'est coup, génétique. oui, Bien sûr. oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus ma grand-mère est décédée, mon père avait 16 ans, donc très clairement des suites de tout ça, parce que notre traitement particulièrement lourd et voilà. Et Bon, voyons le côté positif des choses oui, et ce qui vous amène non, mais aujourd'hui effectivement à ça, même si on peut comprendre les douleurs. Parce que au-delà du fait d'avoir dressé un diagnostic et donc d'avoir identifié votre problématique, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah qu'est-ce qu'on en fait? Alors pendant 11 ans, moi j'étais dans le truc schéma classique, j'allais chez mon rhumato, il me prescrivait ce qu'il avait envie de me prescrire, enfin ce qu'il avait envie, on se comprend, Ouais. si il estimait bon de me prescrire. Et puis alors par contre oui, j'ai eu énormément d'effets secondaires impressionnants. C'est pour ça que on a dû tâtonner, on changeait tous les, oui. Il y en a un que j'ai pu prendre pendant 4 ans, donc ça s'appelle la salazopirine, et donc c'est des cachets, c'est considéré comme un vieux traitement, voilà, parce que ça fait je sais pas combien d'années que ça existe. Et puis du jour au lendemain, au bout de 4 ans, un rejet total. Je me suis mise à avoir des nausées, vomissements, et sauf que je me souviens qu'à cette époque-là, j'en prenais 7 par jour de médicaments. Donc pour savoir lequel fait ça, et puis on soupçonnait pas du tout, enfin surtout moi, je soupçonnais pas celui que je prenais depuis 4 ans en fait. Et mon rhumato m'a dit c'est possible, c'est rare mais ça arrive, le corps sature. À quel moment justement vous vous dites stop?
Parce que le corps sature, vous dites stop? Alors non, parce que du coup, non mais moi ça m'a pris du temps. Ça monte jusqu'au cerveau le message que il y avait peut-être autre chose. Donc non, il a fallu que j'encaisse encore quelques effets secondaires, et en l'occurrence celui qui a commencé à être qui a été révélateur de décision. Voilà, c'était l'anti-TNF que je prenais. J'ai été opérée du nez et oreille. Donc c'était un truc complètement bénin. J'avais fait valider par tout le monde, mon généraliste, mon rhumato, mon ORL, même l'anesthésie, j'en ai parlé, peut-être que c'était complètement intuitif, que je le claironne partout. Je suis sous anti-TNF, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux, voilà. Donc c'était, je trouvais que je respirais pas bien et j'entendais pas bien, donc on me mettait un T-tube, un aérateur dans l'oreille, et en même temps, du coup, mon ORL a dit, moi, je peux cautériser le nez au laser pendant la même opération, et vous devriez mieux respirer après. Et mais c'est parti dans tous les sens. Et même mon ORL m'a confié qu'il avait eu la trouille. Voilà. Donc là, vous vous dites, ça suffit? J'ai su après, même pas, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, parce que il y a aussi qu'après on est dans le désarroi. Puis il y a aussi que on devient un peu dépendant du fait de ça me soulage tellement. Parce que je voyais les anti-TNF, surtout le dernier que j'ai pris, il me soulageait énormément. Et on prend c'est une injection par exemple, j'avais fait une fois par mois, le premier de chaque mois. Et je voyais, par exemple, qu'au bout de 3 semaines, j'étais en ce qu'on appelle effet fin de dose, c'est-à-dire que les douleurs revenaient. Et là, je comptais les jours pour pouvoir reprendre une nouvelle dose. Une nouvelle dose. Donc, on n'a pas envie de retrouver l'enfer d'avant. Et on nous dit de toute façon qu'on est condamné à souffrir toute notre vie. C'est vrai. Donc moi, j'ai entendu ça aussi. Je l'ai gobé, le truc. On me dit, un des très très grands grand spécialiste de la spondyle et de la polyarthrite me dit que je suis condamnée à souffrir toute ma vie. Donc moi, forcément, j'ai pas les connaissances pour aller remettre ça en question. Donc oui, par contre, cette opération qui a mal tourné, puisque du coup j'ai eu des réactions édémateuses sur réactions édémateuses. Les tissus dans mon nez se sont soudés entre eux, ça a créé ce qu'on appelle des synéchies. Bon, ça a été un véritable. Il a fallu réopérer. J'ai attendu 4 ans j'avais tellement peur que j'ai attendu 4 ans à respirer encore plus mal qu'avant. Et c'est là, en fait, mon ORL m'a dit un truc qui m'a fait réfléchir. Et ça a tourné dans ma tête. On parlait du coup de ces anti-TNF et de leurs effets. Et je lui ai dit tout bonnement, mon rhumato, il me dit que même pour une grossesse, je pourrais continuer à les prendre. Et pourtant, dans la notice de l'anti-TNF, ils nous disent qu'il faut arrêter de les prendre 6 mois avant d'envisager d'être enceinte. Et du coup, là, je me suis dit, mais j'ai un désir d'enfant. Donc, c'est pas le jour où j'aurai envie d'avoir un enfant qu'il va falloir que je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, si tu veux un jour avoir des enfants, faut que tu trouves une solution maintenant. Parce que en plus, c'est 6 mois avant d'envisager d'être enceinte. Ouais. Voilà. Et donc j'avais raconté ça à mon ORL, qui lui m'a dit, mais que votre rhumato vous encourage vous dise à toutes ces patientes, non, il n'y a pas de problème, alors que le laboratoire, lui, se couvre en disant non. Il me dit, je lui dis, mais ouais, mais en même temps, le rhumato me dit, il n'y a jamais eu de problème. Ah oui, mais jusqu'au jour où il y en aura un. Regardez-vous ce qui vient de se passer là. Et là, ouais, je me suis dit, non. Il faut que je fasse quelque chose. Donc en fait, mon premier truc, c'est je vais lui botter le derrière à ces spondies. Elle m'embête. Et en 2016, j'ai décidé on part toutes les deux, ma spondie et moi, sur les chemins de Saint-Jacques. On va se faire 100 bornes. Vous avez et fait je vais lui botter Compostelle. le derrière. Ah, extraordinaire. Voilà.
Donc c'est le premier C'est déclic. le premier truc. Ok. Je suis partie, j'étais encore sous anti-TNF puisque ma dose avait été faite avant. Je voulais quand même être encore sous anti-TNF quand je suis partie. Mais à mon retour, 15 août 2016, j'ai dit à mes parents, Top. complètement folle, j'ai dit, on ouvre le champagne, en fait, j'ai dit, c'est le premier jour j'arrête mon anti-TNF et on fête ça ensemble. Okay. Ma mère me regarde, me dit, bah, en même temps, tu sais pas si ça va marcher, on va pas fêter avant, on sait pas que ça marche. Ouais. Et moi, je lui ai répondu comme ça, bah, écoute, tu vas bien à des mariages, tu sais absolument pas s'ils vont fonctionner, tu fais la fête. Et ben là, c'est pareil. Donc, en fait, voilà, ça, c'était mon premier truc. Et puis, après, j'ai commencé à je sais pas, à me documenter, à essayer. Je m'étais rendu compte quand même que le stress était un gros déclencheur de crise pour moi. Et donc, c'est très émotionnel, hein, pour oui, le coup. après, oui, très émotionnel, oui. Mais après, bon, de toute façon, dans toutes les pathologies, le stress est un véritable problème. Bien sûr, bien sûr. Donc, je m'étais rendu compte que le stress était effectivement un problème. Donc, je m'étais dit, bon, bah, ma cocotte, tu vas apprendre à gérer ton stress ou tu vas le diminuer. Alors, vous avez fait quoi? Je ne sais quoi. Et en fait, moi, je suis très rate bibliothèque. Donc, en fait, j'ai fini par aller dans une bibliothèque pour trouver la documentation. Et je suis tombée sur le livre de David Servan-Schreiber. Voilà. Et guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni thérapie, voilà. Et je l'ai donc emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu et c'est tout son passage sur les oméga 3, ça a été une révélation. Où il explique en fait même des maniaco-dépressifs, c'est ça, les bipolaires n'ont absolument pas besoin d'être sous traitement lourd comme on les met, alors que j'en connais au moins 3 et c'est vrai que ça les met dans des états presque ça les met comme des légumes, hein, tellement ils sont l'ombre d'eux-mêmes à cause des effets secondaires. Il y a aucune raison de faire ça. On les met à 2 grammes d'oméga 3 par jour et on leur fait faire de l'exercice et je sais plus trop quoi d'autre. Enfin bon, voilà, il y a tout un livre là-dessus. Il y a un protocole, hein. Voilà, et surtout en plus il explique pourquoi on se retrouve à être tous en manque d'oméga 3, que d'après lui autrefois même la viande, comme c'était la viande sauvage, était riche en oméga 3, mais maintenant la viande d'élevage est dépourvue d'oméga 3 quoi. Et donc en fait vous allez mettre en application ce que vous avez lu? Et donc, en fait, je me suis dit, mais moi j'ai toujours eu un fond de dépression. J'ai été même très dépressive. J'ai été sous antidépresseur à une époque de ma vie. Avant un diagnostic, quand j'étais adolescente, j'ai toujours eu un peu un fond de dépression, de déprime. Et je me suis dit, après tout, j'ai rien à perdre, je vais lui faire confiance à David Servan-Schreiber et je vais prendre 2 grammes d'oméga 3 par jour. Il faut quand même savoir que c'est à peu près 6 fois plus que ce que mettent les laboratoires sur l'emballage. Hein, donc, faut quand même avoir confiance. Hein. Et donc, et j'ai vu exactement le temps indiqué dans son bouquin par David Servan-Schreiber. En 2-3 semaines, j'ai vu un effet, non pas sur mes douleurs, mais sur mon humeur. Voilà, mais l'effet d'un antidépresseur. Avec les oméga 3. Avec les oméga 3. Et là, je me suis dit, non mais si il suffit de nous donner une grande dose d'oméga 3 comme ça pour qu'on pète le feu psychologiquement, c'est qu'il y a un truc. Et là, mais j'ai continué mes recherches, Quand alors surtout que là, on est quand même en 2016-17, il y a encore peu de bouquins à cette époque-là en français, donc je suis rapidement arrivée un peu à mes limites de ce que je pouvais lire sur tous ces sujets-là, de nous soigner différemment, ou il y a d'autres choses. Donc après, je me suis tournée vers la bibliothèque américaine et tous les trucs américains, puis à la fois YouTube, puis au fur et à mesure, il y a tout qui a explosé depuis.
Et j'aurais pu en faire une thèse. Je passais mes soirées, mes week-ends à lire tout ça, à écouter, à explorer. Et au moment où j'étais vraiment décidée, je me suis dit ça y est, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau alimentaire. Mais en fait, il y a une telle résistance, même encore en France, hein, maintenant, même maintenant, sur le sans gluten ou autre, hein, de changer son alimentation, c'est si tu changes ton alimentation, tu vas avoir des carences. Alors sur ton gluten, j'attends toujours qu'on m'explique comment le fait finalement de se passer de blé peut, si on se passe pas des autres céréales, en quoi est-ce que ça crée des carences? Je ne sais pas. Et alors une fois que vous avez, parce que là c'est intéressant, mais qu'on en vienne effectivement à votre nouvelle activité aujourd'hui, qui est puisque maintenant vous accompagnez et vous avez écrit, vous tenez un blog. Justement, qui permettent de... Comment est-ce que vous en arrivez à se dire, bon, bah, maintenant, il faut que je le fasse savoir, en fait, c'est ça l'idée. Alors, en fait, donc, du coup, quand j'étais enfin prête à changer toute mon alimentation, je sais pas, l'univers, mes anges gardiens, vous appelez ça comme vous voulez, tout à coup me met la bonne personne sur mon chemin, une nouvelle copine qui me parle de son médecin fonctionnel et qui me dit, ah bah, ça tombe bien, si t'es prête à changer ton alimentation, je connais le bon médecin qui pourra te faire ça. Et donc, ce médecin-là m'a fait changer mon alimentation et donc bon, ça m'a quand même pris 2 ans plus tard, voilà, à restructurer tout. Fin 2019, c'était quand novembre 2019, j'arrêtais tous les médicaments. Voilà. Alors je rappelle quand même, donc là, voilà. Je rappelle quand même dans les témoignages, et c'est un témoignage très intéressant, et vous allez nous dire ensuite l'évolution de ce que vous avez mis en place. Mais ici, on ne fait pas on ne se substitue pas à un avis médical. On est bien d'accord. Oui. Même si c'est ce que vous avez fait dans l'absolu, c'est que vous vous êtes dit bon, visiblement le médical ne suit pas, ça ne me soulage pas en tout cas et ça ne me permet pas. En même temps, j'ai pas fait ça toute seule, comme je vous dis. Moi, j'avais tellement peur, puisqu'on entend tellement parler de carences éventuelles à arrêter le gluten ou je sais pas quoi, ce que je comprends pas. Hein. Vous êtes suivi par un médecin qui lui vous accompagne. Voilà, donc c'est un médecin fonctionnel. Oui, c'est ça, qui vous accompagne. Qui m'a accompagné. Alors il m'a accompagné, il me l'a prescrit. Après voilà, c'est ah non, mais alors là, du jour au lendemain, plus de gluten, plus de produits laitiers de vache et plus d'œufs. Moi, je suis très gourmande, puis pâtissière dans l'âme. Alors, le lait et les œufs. Donc, ça veut dire plus de lait, enfin, le lait, mais aussi le beurre. Le beurre, voilà, oui, la bien sûr, tout ce qui est à base, oui, bien sûr. Voilà, donc, et donc, du jour au lendemain, j'ai dû enlever tout ça. Mais donc, après, c'est pas le médecin qui nous aide là-dessus. Lui, il m'a prescrit ça. Après, à moi de me débrouiller. Et puis quand je faisais des petits écarts au début, il m'a recadré gentiment mais bien fermement. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donc créé ce blog? Alors pas tout de suite. Hein. Déjà j'ai commencé à faire des gros ratés dans ma cuisine, mais je me suis accrochée parce que voilà, je suis têtue, j'ai une volonté à toute épreuve, donc je me suis dit je vais m'accrocher. Et en fait surtout, avec tout ce que j'avais lu avant, je savais que c'était utile et c'était même indispensable si je voulais arrêter les médicaments. En fait, je pense que j'avais même pas comme espoir de pouvoir les arrêter complètement. Je voulais au moins les diminuer. Donc du coup je m'accrochais à ça grâce à tous les témoignages que j'avais lus. Donc de raté en raté, finalement j'ai fini par arriver à trouver. Il y a aussi que grâce à mon anglais, j'ai pu regarder beaucoup de recettes. Les Américains sont quand même très en avance sur tout ce qui est sans gluten, enfin tous les régimes spécifiques, on va dire. Et donc du coup, j'allais d'un côté j'apprenais comment on fait pour pâtisser sans gluten et puis comment on fait pour pâtisser vegan. Et donc je fusionnais le tout parce qu'à l'époque je voyais rien qui était vraiment cumulé quoi. Donc à force de faire ma popote et puis que tout le monde me dise mais c'est vachement bon ton truc et je sais pas quoi, on se rend pas compte. On va goûter tout à l'heure parce que vous nous avez amené justement des petites choses que vous avez cuisinées, c'est gentil. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que je témoigne d'une part. Mais oui, bien sûr. Je me suis dit, non seulement il faut que je témoigne que j'ai réussi à arrêter les médicaments, alors qu'on m'avait condamné à vie. Ah oui, clairement, ouais. Et en plus de ça, je me suis dit, mais si je témoigne et que je dis, vous enlevez toutes les bonnes choses que vous aimez de votre alimentation et puis vous serez content, moi, je l'ai vécu. Alors, la première chose quand même, Béatrice,
vous avez mis en application, avec le soutien du médecin qui vous accompagne, plus de gluten, plus d'œufs, plus de lait. Ouais. Donc tout ce qui est à base de lait. Plus de produits laitiers. Plus de produits laitiers. Vache. Voilà, plus de produits laitiers de vache, absolument. La santé. Au bout de combien de temps vous sentez l'évolution, l'amélioration et le soulagement? Alors là, ça a été très très long. Comme c'était très 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 progressif, c'est pas un truc du jour au lendemain. Enfin, en tout cas pour moi, il peut y avoir. C'est pas un truc miracle, hein. Moi, ça n'a pas été un truc miracle du tout. J'avais un tel niveau d'inflammation que voilà. Et j'ai commencé par avoir, ce que je disais, c'est, je me souviens à l'époque, je disais j'ai la cerise sur le gâteau, mais j'ai pas le gâteau. C'est-à-dire que j'avais une plus belle peau, ma kératospilaire avait disparu ou quasiment, c'est-à-dire des petits points rouges rugueux sur les bras, alors que je m'y attendais pas. Donc si j'avais su, j'aurais même fait un avant-après. Je m'y attendais pas et puis c'était pas du tout un truc recherché, donc c'était voilà. J'ai perdu presque 15 kilos en tout, ce qui était très bien. Même mon rhumato l'avait. Autant il validait pas le régime, autant il a validé la perte de poids parce que c'était pour moi très localisé dans les jambes et c'était du coup très lourd pour mon squelette en fait de porter mes jambes en fait, de les soulever. Donc j'ai eu tout ça en premier. Parce qu'en fait, ce que m'avait expliqué justement ce médecin fonctionnel, c'est que avec l'inflammation, mes adipocytes, les cellules en charge du déstockage de graisse, ne fonctionnaient plus. À partir du moment où l'inflammation a commencé à diminuer, elles ont commencé à bosser, à se réveiller et à bosser, faire leur travail. Donc en fait, je continuais à manger de très bon appétit. Du coup, les personnes autour de moi ont pensé que j'étais en train de devenir anorexique. Ma mère s'était inquiétée jusqu'à ce qu'elle me reçoive justement une semaine en vacances et là elle dit, ah non c'est bon, je suis rassurée, tu manges encore ma fille. Ceci dit, vous n'êtes pas épaisse, hein. Alors je suis pas épaisse, vous êtes toute fine, mais et alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque où j'avais les 15 kilos de plus, donc je faisais du 38-40, ce qui était dans la norme de ce que la société accepte et autres. Et puis le ratio avec votre taille était logique. L'IMC était logique. Bien sûr. Mais mon médecin fonctionnel, qui lui en plus est un grand spécialiste du poids, il a tout un tas, il avait même un body scan, machin, où il m'a dit non, vous êtes en surpoids. L'IMC c'est standard, moi je m'en fiche comme de l'an 40. Moi ce que je voulais, et puis je le savais, enfin je le ressentais de toute façon. Que mes jambes étaient lourdes. Donc c'était une bonne chose que de perdre déjà ces 15 kilos. Et bizarrement, alors que maintenant je fais un petit 34, quasiment tous les magasins, tous les magasins ne font même pas ma taille, ou du coup tout le monde va me dire t'es trop mince et je sais pas quoi. Donc là je suis plus dans la norme de la société. Finalement je suis trop maigre d'après la norme. Mais non, et du coup j'ai même fini par retourner. Alors j'avais plus forcément besoin d'aller le voir. Je suis retournée voir ce médecin fonctionnel. Parce que je voulais qu'il valide mon poids si petit. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et là, il m'a dit, mais c'est triste d'en arriver là, obligé de venir me voir uniquement pour valider, parce que la pression de la société. Il m'a dit, eh ben, figurez-vous que vous faites encore un peu de rétention d'eau, et donc si vous l'aviez plus du tout, si vous étiez en 100% de pleine santé, vous seriez encore plus fine que ça, parce que c'est votre constitution à vous. Ok. Voilà. Donc il valide le fait que... Il valide, mais complètement. D'accord. Voilà. Donc j'ai même un tout petit peu repris depuis, parce qu'à force de faire des écarts... comment est-ce que... Alors vous avez fait un blog. Vous avez fait un blog avec des recettes pour expliquer, parce que ça, évidemment, quand on commence à dire on enlève les produits laitiers, on enlève les œufs, on enlève le gluten, on se dit c'est quand même assez restrictif. Je ne dis pas enlever tout ça. Je leur dis, moi, j'ai dû enlever tout ça. Dans votre cas. Que moi. Ok. À vous de savoir. Vous pouvez éventuellement tester, mais c'est vous qui aurez la réponse parce que nous sommes tous différents. Évidemment. Aucun régime standard n'est applicable à tout le monde. Évidemment. Mais dans les témoignages et tout ce que vous avez lu, et Dieu sait que vous avez lu, puisque vous nous l'avez expliqué, est-ce que ce que vous préconisez, ce que vous avez mis en place pour vous, a été validé chez d'autres? Alors, le gluten et les produits laitiers sont systématiquement pointés du doigt. Voilà. Les œufs, pas toujours. Parce que là, si on prend donc les régimes standards, Signalé, qui est français,
Après, il y a Paléo, AIP, GAPS, Whole30, tout ce qu'on veut là. Il y a tout un panel, donc ils sont standardisés pour que les gens puissent avoir au moins une base de départ. Ils absolument tous enlèvent gluten et produits laitiers. Et puis après, donc il y a des choses qui diffèrent. Hein. Ils sont plus ou moins restrictifs, mais par contre, je le vois déjà dans mes lecteurs, dans mes consultants, tout le monde. Il faut systématiquement s'approprier en fait les régimes standards et les modifier en fonction de soi-même. Certains vont bondir en disant comment vous parlez de régime, est-ce qu'on peut pas parler de rééquilibrage alimentaire? Alors oui et non, parce que pour moi j'ai pas rééquilibré en fait. C'était pas déséquilibré, donc c'est là où je suis pas d'accord. Vous réappropriez, enfin bref. Non mais je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que vous voulez dire? Non, mais parce que le mot régime dedans, on se dit oh là là, ça y est, on part dans des délires de régime. Oui, non mais en fait je vois ce que vous voulez dire, c'est qu'on parle de rééquilibrage alimentaire parce que souvent on est dans l'idée, elle en est arrivée là. Parce que elle mangeait n'importe quoi. C'est un peu ça, hein, l'image. Là, ben non, absolument pas. J'ai toujours été passionnée de cuisine d'une part, et je viens d'une famille obsédée par l'alimentation. Okay. Mon père a travaillé dans l'agroalimentaire toute sa vie, et donc absolument tout était fait maison, tout était par ma mère et qui est un cordon bleu, même si elle vous dira le contraire. Et et surtout, absolument tous les ingrédients étaient épluchés. Donc c'est des produits frais. Des produits frais. Et puis si par exemple même une tablette de chocolat, n'importe quoi, des trucs qu'on va pas forcément faire maison, tout était épluché. Et il m'a appris à lire les étiquettes. Donc ça n'a pas été un truc. Donc moi-même, pareil, hein, absolument tout était fait maison. Donc c'est juste que j'ai retiré. J'avais une alimentation qui était déjà équilibrée. J'ai juste retiré les ingrédients qui créaient l'inflammation dans mon corps. D'accord. En fait. Alors le fait d'avoir retiré ces ingrédients-là, au bout de combien de temps? Parce que ça a été long, alors visiblement. Vous dites, oui, voilà. Donc oui, parce que j'ai eu donc la cerise avant le gâteau, et puis en plus j'ai eu un gros retour en arrière. C'est-à-dire que donc la fameuse semaine de vacances où ma mère a été rassurée que je me nourrisse bien, et bien j'ai eu l'idée d'aller aider mon père en étant dans les champs, en étant en petites chaussures. J'ai fait ma parigote à la campagne, et donc me suis ramassé une tique. Et là, même mon médecin homéopathe que je voyais à l'époque a complètement flippé pour la maladie de Lyme. Elle m'a mise sous antibiotiques à très haute dose. Là, j'avais l'impression de flamber de l'intérieur. Et c'est marrant parce que le pire, c'est que j'ai même pas fait le rapprochement tout de suite. Et là, ma spondyle, il a fallu me remettre de toute urgence sous anti-TNF. Parce que j'étais encore sous anti-inflammatoire à ce moment-là, hein. Mais les fameux anti-TNF, j'avais dit je les arrête après mon retour de Saint-Jacques. J'avais réussi à pas les reprendre bon an mal an, parce que entre-temps, j'avais quand même appris à être un peu plus à l'écoute de mon corps et à accepter éventuellement un arrêt maladie, ce genre de choses, ou à prendre un peu plus soin de moi. Et puis j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé tout ce qu'on peut proposer, aussi bien les thérapies naturelles, hypnose, sophrologie, tout ce qu'on veut. Je pourrais écrire un guide. Hein. Donc du coup, ça anéantit votre. Donc ça anéantit pendant. J'ai dû les reprendre presque 6 mois, ouais. Donc revenir à la case départ alors. Pas tout à fait, parce que bon, je tenais bon. Hein, je me suis dit j'y arriverai. Et puis en plus, je crois que c'est en janvier 2019. J'ai vu mon rhumato, donc il me renouvelle mon ordonnance d'exception pour reprendre l'anti-TNF. Puis moi, j'étais complètement transparente. Je lui ai dit j'essaye autre chose en parallèle, hein, régime sans gluten machin. Il a juste donc validé cette perte de poids, mais il m'a ri au nez. Et alors là, mais faut pas faire ça. J'ai un sale caractère. Moi, si on me rit au nez en me disant t'y arriveras pas, ma cocotte, et ben moi je me dis, tant mieux, ça tu verras, mon coco. Ça vous a surmotivé. Super. Et donc l'ordonnance, je l'ai prise. Je me suis pas engueulée avec lui, hein, j'ai rien dit. Je l'ai prise. Et elle est toujours dans mon dossier. Elle a plus jamais resservi, parce que j'ai eu
d'autant moins eu envie d'aller prendre parce qu'il m'avait un peu provoqué entre guillemets. C'est ça. Et donc là, ouais, j'ai pas repris et j'ai continué. Et donc c'est donc en octobre 2019, j'avais encore des douleurs parce que mon corps il me hurlait quoi. Mais change de métier, ma cocotte, t'as jamais voulu de 0 à 17 ans, t'as eu envie de soigner. Qu'est-ce que tu fiches à faire de la compta, de la fiscalité? Il y a ça aussi. Ah ouais, il y a ça aussi. Je voyais les derniers temps, je voyais que j'allais mieux, mais à chaque fois que j'étais au boulot, il y avait une crise, je rentrais à la maison, ça vous êtes pas disparaissait. raccord. Ouais, vous êtes pas raccord avec vos émotions, avec vos ressentis. J'étais pas raccord avec mon âme. Avec votre âme, oui, c'est bien dit, oui, voilà, vous avez raison. Ma mission de vie. Bon, alors donc, on modifie l'alimentation, on change de job. Ouais. On prend conscience des choses et on veut être à l'écoute des autres, aider les autres, accompagner les autres. Voilà. Donc ça a été ce que j'ai voulu avec le blog, c'était non seulement témoigner, mais comme je savais, en 2007, j'avais découvert le régime Seignalé. Donc c'est un médecin français qui avait testé sur un panel de patients le fait d'enlever le gluten, les produits laitiers, d'aller plutôt sur les cuissons douces ou crues, enfin voilà, et puis enlever aussi le maïs. Enfin bon, bref. Et moi je m'étais dit, c'est bien mignon, mais d'une part je vois pas de témoignages. À cette époque-là, c'était que lui qui allait parler des témoignages, mais je trouve que je me disais, mais en même temps, il va pas faire la contre-pub de son propre travail. Donc, bien évidemment, qu'il va nous mettre en avant que c'est miraculeux ou je sais pas quoi. Moi, j'aurais voulu des témoignages de personnes extérieures. Malheureusement, je n'en connaissais pas. Et puis c'était une telle révolution de mon alimentation que du coup, je sais pas si ça va marcher et ça va être un énorme effort de mon côté. Donc du coup, j'avais laissé tomber. C'est là que je me suis dit, eh bien, je veux justement apporter cette solution-là par mon blog, dire ça marche de changer son alimentation, d'arriver à déterminer quels sont les aliments qui créent de l'inflammation dans votre corps. Et puis vous allez voir que on peut vraiment se faire plaisir, que la plupart de mes pâtisseries, autour de moi, personne s'en rend compte. Mes neveux ont des petits garçons, donc je leur fais tester. Maintenant ils ont 5 et 6 ans, mais depuis l'âge de 2 ans, même pas, ils testent mes pâtisseries, ils se battent pour les avoir et même pour les manger et pour même les faire avec moi. Donc du coup, ces recettes, on les retrouve elles sont toutes sur mon blog. Voilà. Alors, par contre, vous avez pris un blog avec un titre en anglais? Mais oui, mais mon blog, il est à la fois en anglais et en français. Ah, à la fois en anglais et en français, parce que moi j'ai vu que le titre en anglais. Alors, quel est le titre en français? Il y a un seul, puisque c'est un seul domaine, il y a un seul nom de domaine, Go Healthy with Béa. Bon, mais si on met Béatrice Caillet, on trouve directement. À part mon nom, je sais pas, j'ai jamais testé. Incroyable. Par contre, bon, mais en général, les gens cherchent pas forcément mon nom. On le met en dessous de la vidéo, vous avez le lien, évidemment, et autour de la vidéo, vous avez le lien. En général, les gens cherchent surtout, je sais pas quoi. Bon, alors, racontez-nous comment ça va aujourd'hui, alors. Donc, vous avez amélioré votre aliment, modifié votre alimentation, changé de job. Oui, tout plaqué. Tout plaqué. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ah, mais je pète le feu. C'est vrai? Vous avez plus du tout de douleur? Alors, à part mon gendarme interne, il va me coller un petit PV si je fais la faux folle, on va dire. Oui, c'est-à-dire si vous faites un écart alimentaire, à partir du moment où il y a l'écart alimentaire, c'est réglé. Non, faut vraiment que je parte en freestyle, un gros écart. Et sinon, ça va même pas être douleur de spondyle, ça va plutôt être de maux de ventre. Alors ça, j'en ai encore, parce que plus de 13 ans d'anti-inflammatoires tous les jours, quotidiennement, avec le foie. un inhibiteur de la pompe à protons, par-dessus, plus du Gaviscon, plus ceci. Moi, on m'a bien épuisé tout mon système digestif. Donc du coup, oui, là, j'ai encore des choses à réparer, mais bon, quand je pense à l'époque, au pire du pire, moi, il m'arrivait alors, je m'étais rendu compte que moins je bougeais, plus j'avais mal. Donc, je faisais les 100 pas dans mon studio.
en pleine nuit, à pas pouvoir dormir, à rester allongé. Ouais. Et je regardais par la fenêtre. J'étais au 3e étage. Mais si je saute, ça va peut-être s'arrêter. Ouais. Et si j'avais été au 5e, je pense que j'aurais sauté très certainement. Non pas parce que j'étais suicidaire, mais je voulais que ça s'arrête. Bien sûr, la Et douleur. je me suis dit, je suis qu'au 3e, c'est des petits étages, j'ai peur de me louper. Ouais, bien sûr. Voilà. Ah non, mais on en arrive là. Hein. Ouais, bien sûr. Donc là, non, plus du tout. Hein. Puis, donc là, vous avez plus du tout de douleur, vous faites vos nuits comme un bébé. Oui. Alors pas comme un bébé, parce que moi, j'ai un cerveau qui tourne à longueur de temps. Donc de toute façon, j'ai jamais fait mes nuits, donc donc il a du mal à s'arrêter. Hein. C'est toujours en train de cogiter. Ça n'a plus rien à voir avec ce que. Parce que je veux dire, non, c'est pas, mais c'est mon cerveau qui va cogiter ou je sais pas quoi, parce que voilà. Bref, mais c'est pas mes douleurs qui m'empêchent de dormir. Ah non, pas du tout. Alors aujourd'hui, vous vivez de quoi? Parce que vous êtes coach, donc du coup, vous accompagnez? Alors j'accompagne les personnes qui veulent un accompagnement personnalisé, et puis quoi d'autre? Donc mon blog quand même, et puis voilà. Oui, le coaching et l'accompagnement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, il s'agit pas de faire du prosélytisme ou de se dire bon ben voilà, tiens, il y a eu du dogme particulier en disant tiens c'est ça qu'il faut faire, etc. C'est un témoignage. Béatrice vient, elle est là, elle a une expérience de vie douloureuse. Elle a pris sa vie. Vous avez pris véritablement votre vie en main en allant chercher les informations. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de se dire, et encore une fois, il s'agit pas d'accabler les médecins ou la médecine en général qui fait des choses extraordinaires. Et on a une médecine d'exception en France, mais elle est contradictoire, cette médecine, en permanence. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui sont professeurs, qui ont fait les mêmes études, qui ont le même parcours de vie, et qui vous disent tout et leur contraire. Et moi, je l'ai testé, ça aussi. Et ça me rend fou. Parce que celui qui est dans la souffrance et qui veut faire confiance, c'est quand même vous, c'est quand même moi. Ce sont ceux qui vont voir ces professionnels de santé qui disent moi j'ai ça et qu'est-ce qu'on fait? Lui il vous dit ça, l'autre il vous dit ça. Ah mais complètement. C'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'on a aussi le professeur Henri Joyeux, parce que je sais que c'est je suis grand fan. Mais voilà, qui fait ses émissions ici, qui est aussi controversé. Ah mais complètement. Qui est très controversé aussi parfois, mais on le dit sur cette chaîne, on est un espace de liberté et on a le droit de s'exprimer. Après on prend ou on prend pas et le débat est ouvert. On a d'ailleurs invité beaucoup de gens à la contradiction face au professeur Henri Joyeux. Étonnamment, il y a jamais personne. Bon, bizarre, bon, comme ça. Mais tous ceux qui ont envie d'apporter la contradiction sont les bienvenus sur le plateau. En tout cas, forcé de constater qu'aujourd'hui vous allez bien. Ah mais très très bien. Je vois plus mon rhumato donc depuis 2019, alors qu'à une époque je l'appelais, on communiquait par mail parce qu'il avait même pas le temps de me caser dans son agenda. Je laissais un message à son secrétariat, il me rappelait même à 22h parce que j'étais dans un tel état qu'il pouvait pas me laisser comme ça. Ouais. Voilà. Donc vous reprenez une vie normale aujourd'hui, vous pouvez faire une activité sportive, entièrement normale. Ouais. Alors j'ai jamais arrêté le sport, je faisais toujours du sport, mais parce que de toute façon je m'étais vite rendu compte que moi je bougeais plus, j'avais mal. Okay. Donc le fait de bouger, mais alors point trop non faut non plus. Si on en fait trop, c'est pas bien non plus. Il faut trouver le bon équilibre. Okay. Donc je connais des gens qui ont des spondylarthrites, notamment une personne. Mais vous en avez reçu une avant moi. Oui, Nathalie Balassé. Nathalie Balassé, mais c'était une spondylarthrite qu'elle avait Non, sclérose en plaques. Non. Spondylarthrite. Spondylarthrite. Ok, d'accord. Donc Nathalie Balassé qui a écrit un livre lorsque j'ai décidé. Le livre qui s'appelle Lorsque j'ai décidé de guérir. Mm-hmm. Voilà, qui a eu un cheminement aussi, alors qui passe par des douleurs et des souffrances absolument innommables. Et voilà, et qui raconte dans l'émission. Et je vous invite à écouter cette émission aussi. Donc je suis content que vous puissiez témoigner aussi. Il faut écrire au-delà du blog. Ah ben oui. Il faut écrire un livre. Bon, pour l'instant, je vais peut-être finir par me tourner vers l'auto-édition parce que bon, pour l'instant, les maisons d'édition, c'est difficile, mais vous allez venir chez nous puisqu'on en fait une. Donc voilà, on va discuter de tout ça. Et puis vos livres un livre de recettes. Alors ça, c'est en cours. Parce que ça, effectivement, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je vois quand il y a des gens gourmandise, je veux dire, le plaisir les crêpes. Les crêpes. Alors, j'ai pas encore faire, vous pouvez faire les galettes de sarrasin. Oui, les galettes de sarrasin, mais enfin, si vous... Après les crêpes, c'est vrai que j'ai pas publié, mais j'en fais. C'est rare que j'en fasse. Pas forcément
mon dessert préféré, mais C'est bon, les crêpes. Alors évidemment, Mais, les œufs, allons-y. La farine, allons-y. et le lait. Et le lait, allons-y. Voilà, bah oui. C'est mort. Mais non, j'ai créé une petite recette, oui, pour les crêpes et les gaufres aussi. Les gaufres Donc aussi, tout ouais, c'est ça, la même bah, chose. ce sera publié, mais Ah, il malheureusement faut. pas en français, puisque les maisons d'édition françaises ne sont pas prêtes. Non, mais si, il y a des choses à faire. Non, mais Parce bien sûr. qu'en Il y a des surtout choses que à faire. en fait, ça a été même, en fait, avant même mon blog, j'ai eu besoin de me vider la tête parce que ça allait de plus en plus mal au boulot. Et le premier truc que j'ai fait, parce que, je sais pas, j'ai un truc, initialement, en fait, quand j'étais petite, donc j'ai toujours eu envie de soigner, le tout premier métier que je voulais faire, c'était pédiatre. Donc le premier pas vers le blog a été, j'ai acheté un cahier, j'ai créé des recettes, je les ai écrites à la main et j'ai tout illustré pour les enfants. Oh, fabuleux. Mais voilà, Parce que vous avez toute la matière, mais vous allez me laisser tomber ce truc en anglais, là. Vous allez faire ça. je me suis dit, mais les enfants qui ont des problèmes Mais oui. de santé et qui doivent enlever tout ça, mais ils ont même pas droit à leur livre de cuisine. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, j'imagine très bien les anniversaires, voilà. tellement. Donc c'est pour ça, en fait, donc le premier truc que j'ai fait, c'est ça. Bien sûr. Et donc, ce projet, je l'ai envoyé, certes, personne m'a répondu. Du coup, il est resté dans le tiroir pendant longtemps. Et là, il devrait bientôt sortir, mais en anglais. Non, il faut le faire en français. On va le faire en français. Il faut que tous les petits gars français puissent bénéficier, toutes les familles françaises puissent bénéficier de votre expertise et votre parcours de vie. Moi, je suis toujours d'abord attendri, impressionné par la détermination. On a l'impression, et on sait qu'à un moment donné, c'est une question de survie. C'est-à-dire que la douleur est tellement omniprésente que vous n'avez pas d'autre choix que d'aller chercher l'information, quoi, et d'aller chercher le pourquoi du comment et de quelle manière vous pouvez, si tenter de régler, au moins apaiser, quoi. Oui, parce que soulager. La douleur était là et puis elle a complètement bousillé ma vie professionnelle. Je me suis retrouvée à moins de 30 ans. Hein, donc j'ai commencé ma vie à 24 ans, certes assez tard, mais bon, avec des longues études. Donc j'espérais devenir expert comptable et commissaire aux comptes, mais sauf que oui, il y a tout qui sort, bien sûr. Donc plus personne ne voulait m'embaucher à moins de 30 ans. Ça a été particulièrement lourd à encaisser. Et puis aussi j'ai pendant très longtemps, de nombreuses années, pour avoir une vie professionnelle, parce que je pouvais pas ne pas avoir une vie professionnelle parce que sinon je perdais aussi toute mon autonomie financière et tout ça. Donc du coup, la priorité était d'avoir une vie professionnelle et donc je n'avais plus de vie sociale pour pouvoir avoir une vie professionnelle, puisque d'avoir une vie professionnelle, c'était déjà énormément d'investissement, toutes mes forces partaient dans le fait de tenir une vie professionnelle. Du coup, j'avais plus aucune force pour avoir une vie sociale. Pour une vie sociale, évidemment. Merci Béatrice. Vraiment, on va mettre autour de la vidéo, puisque mon anglais est extraordinaire, je vais éviter de redire le titre du blog, mais vous l'aurez compris, autour de la vidéo, juste en dessous, il y a le lien en question et vous pourrez rentrer en contact avec Béatrice. On va également se revoir pour voir comment est-ce qu'on peut publier tout ça et faire en sorte que ça se sache au moins. C'est encore une fois un témoignage, parce que je sais et je vois très bien les commentaires qu'il va y avoir sur cette vidéo de gens qui disent mais attendez, la médecine est formidable, on peut faire. C'est vrai que la médecine est formidable. Il y a des choses qui sont bien faites, puis il y a d'autres qui sont réalisées sous la forme de dogmes et sous certaines emprises économiques. On va pas s'étaler sur le sujet, mais en tout cas votre cas précis fait que votre travail de recherche, d'investigation et cette détermination, cette volonté de vous en sortir, fait qu'aujourd'hui vous êtes là, vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous avez compris, surtout, le message du corps. Alors j'ai surtout compris au fil des années, donc message du corps, donc je m'étais mal orientée, donc j'ai toujours eu envie de soigner, mais il y a un événement en première qui a fait que finalement j'ai bifurqué de moi-même. C'est là en plus toute la difficulté pour moi de comprendre, c'est que j'ai décidé c'était pas mes parents qui m'ont dit non, tu peux pas être artiste peintre, il faut que tu sois je sais pas quoi. Je me suis de moi-même tournée vers la comptabilité et ça m'intéressait. Donc mes neurones étaient contents.
mais mon âme était pas alignée avec ça, en fait. Mmh. Elle avait envie de soigner, d'aider les autres et tout ça. Donc finalement, bon, voilà. Et vous Et avez, puis, donc vous accompagnez aujourd'hui et vous avez d'autres personnes qui ont des spondylarthrites et qui ah oui, du coup, oui, il y a surtout, j'ai pas mal de personnes, dans ce du cas-là. coup, parce qu'ils, Ah ouais, évidemment. oui, ils se disent, ah bah, quelqu'un qui va enfin me comprendre. Ben oui, bien sûr, qui va enfin me comprendre, qui va pouvoir apporter des réponses aux questions que je me pose Ça, et peut-être effectivement, soulager aussi mes douleurs. Ben c'est oui, ce bien sûr. qui, je pense, mes consultants apprécient, c'est que j'ai le côté très terre à terre, assez Ouais, pratico-pratique, c'est ça. et puis peut-être plus dans l'empathie, parce que voilà, il y a certains médecins, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup souffert dans leur vie non plus. Mmh. Donc voilà, donc si je peux juste me permettre Allez-y. donc oui, il y a eu j'étais pas alignée avec ma vie professionnelle, et puis après, donc c'était quoi, 1 an après la création de mon blog, je me suis retrouvée dans une relation toxique. En Et plus. là, j'ai été à 2 doigts d'aller supplier mon rhumato de me remettre sous anti-TNF. Donc là aussi, le corps Les émotions. hurle un Eh oui. message Eh oui. de casse-toi de cette relation. C'est ça. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ma vie. Ça peut être l'alimentation, ça peut être l'environnement. Si on vit en ville alors qu'on déteste être en ville, il faudrait vivre à la campagne. Si on fait un métier qui est pas aligné avec nos valeurs, si voilà, c'est peut être tout et n'importe quoi, c'est pas que dans l'assiette. Alors certes, l'assiette, c'est ma spécialité parce que je suis gourmande, et puis compte tenu aussi voilà, dans ma famille, on est tous très gourmands. Donc du coup, voilà, mais c'est pas que dans l'assiette. Il y aura ceux qui je le vois autour de moi, ceux qui ont un régime absolument extraordinaire mais qui continuent encore à avoir des symptômes, mais c'est peut-être parce que il faut voir au-delà. Et donc oui, la relation toxique, je m'en rendais pas compte. C'est le jour de la rupture, j'ai immédiatement dormi comme un bébé. Incroyable. Impressionnant. Ouais, Je l'aurais pas vécu. Je me dis même que est-ce que l'univers a pas fait exprès de me mettre ça sur ma route pour comprendre encore. pour que je puisse encore plus le comprendre et encore plus témoigner derrière. Vous savez, parfois, j'ai aussi des douleurs terribles comme ça, mais et pas aussi graves que les vôtres. Mais je me dis parfois, je me fais la voix de mon corps et je me dis, j'entends mon cœur me dire, t'as compris là ou il faut que j'en rajoute une couche. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais t'as saisi le message ou pas? Visiblement, t'as pas saisi. Bon, on va en remettre une couche alors. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, parce que moi, il y a des moments, je lui dis, écoute, là, je comprends pas. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Je lui parle, hein, des moments, on peut me prendre pour une folle, hein. Je comprends pas ton message. Pourquoi là, j'ai un symptôme alors que hier, tout il allait semblait bien, se passer à peu près la même chose. Ouais. Parce que bon, après, on peut être complètement dans le, on va dire, dans le régime ou dans le truc de nickel et autres, et on a quand même mal. Donc, au ventre ou je ne sais quoi. Mais on a quand même une douleur. Donc, du coup, on se dit, mais je comprends plus rien, quoi. Clairement. Merci Béatrice, merci beaucoup. On va mettre le lien autour de cette vidéo pour rentrer en contact avec vous et on se reverra sans doute sur ce plateau avec vos éditions, enfin avec vos ouvrages, voilà, et vos recettes, et on va aller boulotter. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors ils sont intitulés muffins pain d'épices en version française. Mais non, je vous donne pas le nom parce que sinon je vais vous donner un tuyau sur un des ingrédients. Bon. Et justement, je veux savoir si vous allez sentir. C'est du pain d'épices, c'est muffins pain d'épices. Oh, qu'est-ce que j'aime le pain d'épices. Et donc ça c'est ma recette qui est complètement virale côté américain. C'est leur grande spécialité. Je vais goûter ça immédiatement. J'en ai l'eau à la bouche. Merci infiniment, Béatrice. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Rentrez bien et puis contactez Béatrice et dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission. Vous commentez, vous partagez et allez voir le blog, bien entendu. Merci à tous, vos commentaires bienveillants et à très bientôt.